Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier webinaire d'Eco. J'espère que tout le monde nous entend bien. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires si jamais il y a quoi que ce soit durant le live. Donc voilà, on a tenu à s'adapter suite aux restrictions sanitaires. Voilà, on avait un rassemblement de prévu sur la place de Montsartou. Voilà, et on devait recevoir Terre de Liens pour une rencontre. Et donc, on a décidé de s'adapter en essayant pour la première fois de faire ce webinaire. Et donc, avec les joies des outils numériques, on a pu élargir notre programme. Et voilà, donc on a aussi la chance de recevoir Julien Gobert, qui est apiculteur à Escragnole et qui va pouvoir aussi témoigner voilà, à propos de son activité et puis auquel vous pourrez poser vos questions. Donc, en fait, voilà, ce webinaire, on a décidé d'axer surtout sur la paysannerie, donc puisque suite à la fin du mouvement Nous voulons des coquelicots, s'est lancé un deuxième appel qui s'appelle Nous voulons des paysans, voilà, et qui prône une installation paysanne massive dans les années qui viennent, puisque la situation est assez critique. 50% au moins des chefs d'exploitation en France ont plus de 50 ans aujourd'hui, et donc c'est toute une génération qui va partir à la retraite. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Et donc il y a une urgence à renouveler cette génération et puis à multiplier les fermes pour espérer pouvoir développer des méthodes beaucoup plus respectueuses de l'environnement et pouvoir enfin abolir l'usage des pesticides. Donc voilà. Et puis on a décidé voilà, dans cette suite voilà, ça nous paraissait logique de mettre aussi en avant un producteur. Et puis voilà, dans le nouveau format qu'on essaie d'impulser à Montsartou avec le collectif des coquelicots, on a pour but de convier tous les mois, puisqu'on poursuit nos rassemblements mensuels. Voilà, on espère pouvoir tous les mois convier un intervenant, voilà, que ce soit un producteur, un représentant d'une association. Et donc voilà, on espère pouvoir continuer ça tous les mois. Et donc, on va pouvoir commencer. Voilà, on a la chance de recevoir donc Blanche Flippot de Terre de Liens, qui est donc salariée pour l'association Terre de Liens. Donc voilà, qu'on a souhaité convier pour faire le lien directement avec ce nouvel appel, puisque voilà, ça concerne vraiment les objectifs aussi qu'on va se fixer. Donc voilà, pour les mettre en avant, pour mettre en avant leur travail et puis éventuellement pouvoir ensuite collaborer potentiellement avec eux. Donc voilà, je vais rappeler un peu un contexte, mais tu vas pouvoir sans doute revenir dessus, Blanche, après. Donc ici, sur le département, on a une situation qui est assez critique, puisqu'il y a une concurrence très très forte du foncier, une disparition des terres agricoles assez fulgurante et une difficulté pour l'acquisition ou la conservation du foncier. Donc voilà, et pourtant il y a un fort potentiel de production puisqu'on a un climat qui est très privilégié, très ensoleillé. Et donc pour toute une problématique voilà, de nourrir la population qui en plus s'accroît sur le territoire, sur le littoral, on a quand même pourtant une demande croissante de production locale. Donc voilà, c'est une vraie problématique. Et puis le contexte global aussi. Voilà, donc c'est 1,5 à 2% d'agriculteurs par an qui cessent leur activité. Voilà, il y a près de 450 000 agriculteurs aujourd'hui, en 2018 en tout cas en France, face à plus d'1 million dans les années 70. Donc voilà, c'est une régression assez fulgurante aussi. Et voilà, donc comme je le disais, il y a une urgence de renouveler cette génération-là. Mais du coup, donc voilà, je vais laisser Blanche présenter un peu l'association et puis on pourra peut-être revenir après sur ces questions-là. Voilà, je te laisse te Ouais, ça représenter et puis marche. présenter ton diapo. Ok, merci Nathan. Bonjour à tous. Donc, Blanche Lippot, animatrice sur les départements des Alpes-Maritimes, Var et occasionnellement Bouches-du-Rhône.
et donc basée à Grasse. Je vais faire un petit partage d'écran, comme ça je vais faire... alors... Que vous voyez? C'est tout bon, on voit bien. Ouais, ça marche? Oui. Bon, si jamais il y a des problèmes de connexion, ouais, c'est pas toujours la meilleure connexion, mais bon, on va essayer. On va voir et puis on fera au Parti. mieux de toute façon. Ouais. Donc oui, Terre de Liens, association qui travaille pour l'accès collectif et solidaire à la terre agricole. Donc en petit rappel, en contexte, pour avoir quelques chiffres, donc en France, c'est 1300 hectares d'espaces agricoles et naturels qui sont bétonisés chaque semaine, donc dû à l'artificialisation des terres. Et c'est 200 fermes qui disparaissent chaque semaine, donc, notamment dû à l'agrandissement des exploitations. Donc les petites exploitations ont tendance à disparaître très rapidement. Spéculation foncière, c'est un phénomène très important. Donc on a des prix des terres qui sont de plus en plus élevés. Donc là, depuis 2010 en France, on a eu une augmentation de 20% du prix des terres. Ce qui est énorme. Et en PACA, c'est encore plus flagrant. Par exemple, entre 2016 et 2017, en un an, on a eu une augmentation de 15% des prix. En France, il faut compter 6 000 € l'hectare en moyenne nationale, et en PACA, on explose un peu les records. On est facilement à plus de 10 000, 11 000 € l'hectare, et Alpes-Maritimes, dans la vallée du Var, ça explose de tous les scores. Donc vraiment des prix de plus en plus durs à maîtriser. Et pourtant, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc je ne vais pas vous le cacher, on a vraiment des terres incroyables, donc des vraies terres maraîchères à très bonne qualité. Et c'est la première région française de bio, donc il y a une moyenne de 28,8% de la SAU, donc la surface agricole utile, qui est en agriculture biologique, alors que la moyenne nationale, c'est 8,3%. Donc c'est un très très beau score pour PACA. Donc il y a vraiment un enjeu à préserver ces bonnes terres agricoles. Le mouvement Terre de Liens, donc c'est à la fin des années 90, c'est une réflexion entre différents réseaux, donc d'éducation populaire, de développement rural, d'agriculture biologique et finances solidaires, donc notamment avec la MEF, et qui se posait la question de comment avoir une alimentation locale et respectueuse de l'environnement, et comment faire installer des agriculteurs. Et donc ils ont vite eu ce constat que le frein principal, c'est l'accès au foncier. Et ils ont décidé de créer ce mouvement pour acheter collectivement de la terre pour installer des fermiers. Et en enlevant comme ça le poids financier pour ceux qui veulent s'installer. Donc en 2003 est créée l'association nationale avec une charte, notamment qui stipule qu'on doit être en agriculture biologique, qu'on doit faire des productions alimentaires. Donc, par exemple, on n'accompagne pas des projets de centre équestre ou d'élevage canin. C'est vraiment une production alimentaire pour la résilience des territoires. Et également, point important, c'est que Terre de Liens ne revend jamais les terres. C'est dans notre charte. C'est l'idée qu'on reste, Terre de Liens reste propriétaire indéfiniment. Donc, c'est des baux de carrière ou longue durée. Et quand l'agriculteur se retire parce qu'il part à la retraite ou il change d'activité, c'est une nouvelle génération qui va s'installer et prendre la relève. Donc, c'est vraiment pour assurer la pérennité sur le long terme du foncier agricole. 2006, création de la foncière. Foncière qui est un outil d'épargne, de placement éthique et solidaire. Donc, c'est des actions. Avec le label Finansol, entreprise solidaire d'utilité sociale. 2010, création de l'antenne Terre de Liens PACA, et 2013, création de la fondation. Donc, la fondation qui permet de recevoir des dons et des legs d'argent, mais aussi des dons de ferme. Donc, schématiquement, c'est pour montrer que le mouvement Terre de Liens, c'est vraiment trois instances différentes. L'association Terre de Liens, donc, avec chaque association territoriale par région. La foncière au centre, qui avec
qui va permettre l'épargne, et la fondation avec les dons. Donc, je vais aller un peu en détail sur chacun. Donc, le réseau associatif, c'est vraiment pour être au plus proche des territoires. Donc, on voulait vraiment avoir des antennes régionales pour bien connaître le territoire. Donc, on avait 20 associations territoriales avec la Corse, qui est notre petite dernière. Et c'est vraiment un réseau de citoyens. Il faut savoir qu'on n'est pas beaucoup de salariés. C'est vraiment tenu par les bénévoles et les adhérents occasionnellement. Donc, c'est des bénévoles qui vont faire la communication, qui vont aider au montage des dossiers, qui vont s'organiser en groupes locaux par petites zones territoriales, et des donateurs et des investisseurs. Donc, les missions des associations territoriales, c'est accompagner les porteurs de projets agricoles et les cédants, assurer la promotion de l'acquisition collective, donc ça peut être l'achat par la foncière, mais également d'autres formes d'acquisition collective, comme ça peut être des GFA, les groupements fonciers agricoles, ou d'autres possibilités. Également, beaucoup travailler avec les collectivités et les acteurs du territoire, donc, pour essayer de vraiment replacer le sujet du foncier agricole au cœur des sujets et au cœur de la politique des collectivités, et impliquer la société civile. Donc, il va y avoir une grosse partie du travail sur la sensibilisation des citoyens. Donc, ça va être des visites de ferme, des ciné-débats ou des tenues de stand lors des événements. Donc, la foncière, je reviens sur le schéma pour situer donc, au centre. La foncière, qui est un outil de l'économie sociale et solidaire. Donc, ça va permettre la collecte de l'épargne auprès des citoyens pour acheter du foncier et installer les agriculteurs. C'est une société en commandite par action. Donc, on a d'un côté le commanditaire d'action, donc c'est les actionnaires qui apportent le capital, et de l'autre côté, le commandite qui est l'instance de gestion. Donc, c'est vraiment pour différencier en deux instances, il y a les actionnaires et les gestionnaires, donc, afin de faciliter la gestion de la foncière. Donc, ça représente en 2020 un capital de 80 millions d'euros pour acheter des fermes, et c'est plus de 15 000 actionnaires. Comment ça marche? Donc, les actions, c'est 104 euros. Au départ, c'était 100 euros, donc ça a un petit peu augmenté. Des actions des actionnaires qui sont des personnes physiques ou morales. Donc, ça peut être des entreprises également. Et il n'y a pas de rémunération du capital, mais il y a un gros avantage fiscal. Il y a 25% de réduction fiscale si les actions sont placées 7 ans minimum. Donc, ce qui permet d'avoir de nombreux actionnaires à Terre de Liens. Et aujourd'hui, on est à 220 fermes. Enfin, ça, c'est les chiffres début 2020. Donc maintenant, on est peut-être un petit peu plus. Mais 220 fermes, quasiment 6 000 hectares de terre et quasiment 350 paysans installés. Et la dernière outil du mouvement que vous voyez à droite, donc c'est la fondation. Fondation qui est reconnue d'utilité publique et qui permet d'avoir des engagements sur le très long terme. Une fois qu'un bien est donné à la fondation, c'est ancré, on ne peut pas revendre. Donc, ça peut aussi permettre d'avoir des dons de ferme, des legs et du mécénat d'entreprise. Donc, ça permet pas mal de partenariats avec des collectivités notamment, qui vont pouvoir participer au mouvement en subventionnant Terre de Liens pour de l'acquisition de foncier agricole. Donc, sur les Alpes-Maritimes, par exemple, on va travailler avec la collectivité de la métropole de Nice, dans les Bouches-du-Rhône, ça peut être la métropole de Marseille. Il y a pas mal de collectivités qui s'investissent aussi, et c'est via la fondation. Donc, comment ça marche? Les porteurs de projets, ils nous sollicitent, ça peut être propriétaire également, collectivité. Ils nous sollicitent association territoriale, donc nous, ça va être PACA. Ils vont déposer un dossier, et enfin, on va travailler avec eux pour monter un dossier d'acquisition. Je crois qu'on a perdu Blanche. Blanche, je ne sais pas si tu nous entends, mais nous, on ne t'entend plus. Alors, j'ai peut-être... Ah, ça a bugué, non? Oui, alors on en était juste au tout début et après, ça a coupé. Je ne sais pas si tu peux reprendre.
Alors, vous avez vu la slide là ou pas? Oui, c'est bon, elle est toujours là. Ok, c'est bon. Oui, donc porteurs de projets, propriétaires, collectivités qui nous sollicitent. Là, on va voir si le projet concorde vraiment à Terre de Liens. Est-ce que c'est une production, ça concorde avec la charte? Est-ce que c'est en bio? Est-ce que c'est une production alimentaire, etc. Est-ce que les porteurs de projets sont prêts? Est-ce qu'on va les rediriger vers d'autres partenaires comme l'ADA ou la Chambre d'agriculture ou des centres de formation? Donc, il va y avoir plusieurs critères. Et s'ils sont prêts, s'ils ont un foncier identifié, c'est encore plus rapide, c'est encore plus simple. On va pouvoir monter le dossier et le faire valider à la foncière, qui va dire si oui ou non on achète. Donc, c'est toujours validé. Il faut compter. Terre de Liens, c'est assez long. C'est un peu un parcours du combattant. Du coup, il faut facilement compter une année entière minimum pour acheter une ferme. Donc, de la première visite de terrain, la première rencontre avec le porteur de projet, jusqu'à l'achat de la ferme chez le notaire, c'est minimum 1 an. Donc, parfois, on a des porteurs de projet qui arrivent, qui sont très pressés, ou c'est une publicité s'affaire. Ça va être dans les délais de quelques mois. Là, on leur dit, malheureusement, Terre de Liens, c'est pas possible. Donc ça à prendre en compte. Et donc, si on arrive à faire valider la foncière au niveau national, c'est bon, on peut signer et on achète au niveau du notaire. Et donc là, on lance une collecte d'épargne. Donc, au niveau des citoyens, on va faire une communication, on va faire des flyers, on va en parler dans la presse, plein de moyens possibles. Et on va mettre à bail, du coup, les porteurs de projets avec un bail rural environnemental. Donc, c'est ce qui permet d'avoir la clause agriculture biologique, mais également d'avoir quelques points sur la préservation des infrastructures agroécologiques, donc par exemple des arbres remarquables, des haies, des zones humides, etc. Donc voilà un peu l'ordre chronologique. Les fermes Terre de Liens, donc là c'est la carte 2015, donc il en manque quelques-unes, mais c'est pour vraiment avoir une idée que c'est vraiment essayer de partout sur le territoire. Et en PACA, donc on est présent depuis 2010, il y a 3 salariés, une à Avignon, une à Digne et moi à Grasse. C'est plus de 600 adhérents et plusieurs dizaines de bénévoles actifs. Donc il y a 20 fermiers installés et 13 fermes. Alpes-Maritimes, on a Val-de-Roure, La Brigue et dernièrement La Blé. Donc en vert, c'est les 4 dernières qui sont en cours d'acquisition, donc les collectes sont lancées. Quelques exemples de fermes Terre de Liens en PACA. On va prendre l'exemple de celle dans les Alpes-Maritimes. Il y a la Brigue, donc, en haut à droite, qui a été achetée en 2010. Donc, c'est 1 hectare de terre avec l'installation de Anne, que vous connaissez peut-être, qui fait des fruits rouges. D'accord. Ah, je crois que le son est reparti. On ne t'entend plus. De toute façon, elle va s'en rendre compte, je pense. Sinon, il faut essayer d'envoyer un message. Ah, ça a recoupé. Oui, ça a recoupé juste après la présentation de la brigue, on n'a plus entendu. Ah, pardon. Désolée, hein, non, mais il n'y a pas de souvent. problème. Pas de problème, c'est surtout qu'on n'arrive pas à se... On n'arrive même pas à te prévenir, mais c'est pas grave. Okay. Donc, tu m'as dit à quel moment? Après la brigue, juste après. Du coup, je parle un peu toute seule parfois. Oui. Oui, donc autre ferme Val-de-Roure que j'ai dit qui a été achetée en 2008-2009. Donc là, c'est Stéphane Maillard qui fait de l'élevage bovin et qui fait maintenant de la bière, la Storia, qui est une très bonne bière. Mais donc, je ne vais pas toutes les expliquer, hein, mais plusieurs productions, donc maraîchage, verger, arboriculture, donc, miel, viande, donc plusieurs projets. Et donc notre petit dernier qui est dans les Alpes-Maritimes, c'est la ferme de la Blé à Malocène. Là, c'est les rives paysannes que vous connaissez peut-être. C'est Raphaël et Xavier qui sont 2 jeunes maraîchers. Là, ils louaient les terres aux propriétaires depuis 4 ans. Ils faisaient leur maraîchage et suite, le propriétaire a décidé de partir à la retraite. Et donc, il fallait qu'ils se positionnent sur le terrain, mais ils n'avaient pas les moyens.
Donc, ils nous ont contactés. Là, le projet était parfait pour Terre de Liens parce que c'est quand même une zone à Angers. On est dans la vallée du Var, à 1 heure de Nice. Donc, le foncier est quand même très important et à préserver. Du maraîchage, la demande est vraiment là. Donc, il y avait un besoin et une demande qu'il fallait il fallait répondre à cette demande. Et donc, le projet a été validé par la foncière et on a pu installer Xavier et Raphaël sur 1 hectare de terre. Donc, ils produisent légumes, œufs et noix et bientôt produits transformés. Et vous pouvez les retrouver au marché. Je ne sais plus lesquels ils font, mais en tout cas, ils sont, je pense, à Biard-sur-Var peut-être. Et les citoyens dans tout ça, donc petit rappel que c'est vraiment un mouvement citoyen. Donc les citoyens, comment ils peuvent participer? Donc il y a plusieurs possibilités. Il y a devenir adhérent, il y a placer de l'épargne à la foncière, faire des dons à la fondation, ou devenir bénévole en participant à un groupe local. Donc, devenir bénévole, il y a plein de missions possibles. Là, je fais une petite pub pour Tadalien. C'est faire de la sensibilisation auprès des citoyens, des élus, organiser des événements. Par exemple, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans de Terre de Liens PACA. Donc là, on va faire un groupe bénévole pour organiser l'événement. Il y a le suivi de ferme, il y a des référents bénévoles enfin des bénévoles référents pour chaque ferme qui vont essayer de garder un contact avec l'agriculteur. Donc plein de missions en fonction des compétences de chacun. Oui, donc plein de missions à créer. Et bien voilà, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Blanche. Je ne sais pas s'il y a des questions. Valérie va nous dire ça. Alors, je vais essayer de remettre la webcam et enlever la parole. Ah oui. C'est bon. Et super, oui. Et donc Valérie, il n'y a pas de questions pour le moment sur cette Non, intervention. bonjour à tous. Je suis juste donc adhérente au mouvement Nous voulons des coquelicots. Je guette les questions, pas pour l'instant. Moi, j'en ai une toute bête, très pratique. Pour, comment dire, prendre des actions, est-ce que c'est possible d'en prendre une à la fois pour les personnes qui auraient des petits moyens mais qui veulent participer? Ou est-ce qu'il y a un nombre minimum d'actions à acquérir? Non, c'est vraiment une, donc c'est 104 €, c'est en fonction de chacun. Ça peut être une, 10 ou plus. Et ça peut être ciblé sur une ferme. Par exemple, vous adorez la ferme de la Blé, donc vous pouvez choisir la Blé. Ou ça peut être pour la région ou pour le national. D'accord. Donc, en plus, tu peux choisir où va exactement ton argent. C'est ça. Ok, ça, super. Voilà, pour l'instant. Alors, du coup, pour rebondir sur cette question, oui. Cette action, justement, si j'ai bien compris, elle est bloquée pendant 7 ans. Ça, c'est pour bénéficier des avantages fiscaux. Après, on peut l'enlever plus tôt, on peut l'enlever au bout d'1 an. Donc, en fait, l'action, on peut la récupérer et récupérer notre argent ou C'est ça. D'accord, ok. Mais du coup, c'est à chaque fin d'année, donc en décembre, on peut renvoyer les actions, enfin rembourser les gens qui revendent leur action. D'accord, ok. À chaque fois, en fin d'année, il y a un petit délai sauf si c'est urgent, mais il y a un petit délai. Et du coup, elle ne perd pas de valeur en soi, c'est-à-dire si on veut récupérer le prix de nos actions qu'on a posées, on le peut. Oui, et puis l'action Terre de Liens est très stable, hein. Ça prend pas vraiment de valeur, donc oui, c'est le même montant qui est remboursé. Ok, très bien. Et du coup, concrètement, là, comment on peut faire pour demander et poser une action? Ou vous contacter sur notre site, localement s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie de… Ouais, sur notre site. Après, là, c'est un peu particulier. On est en attente les actions sont bloquées depuis quelques mois, là, parce qu'on attend l'autorisation des marchés financiers, l'autorité des marchés financiers, pardon, qui va permettre d'avoir la réduction fiscale de 25%, parce qu'elle était à 17% avant.
Et on va avoir le statut SIEG, donc, qui va permettre d'avoir, qui dit qu'on est pour l'intérêt général et qui permet d'avoir cette réduction de 25%. D'accord. Donc il y a une petite phase d'attente. D'accord, donc là pour le moment on ne peut pas poser d'action. Donc vous pouvez aller sur le site, mais vous verrez qu'il est écrit en attente. Et Du coup, c'est faisable directement en ligne sur le site internet. En ligne ou par papier si vous préférez. On peut vous envoyer les infos aussi. Au titre d'une association, c'est possible aussi alors? Au titre d'une association, c'est possible aussi. D'accord, très bien. Et donc, sur le site Terre de Liens, est-ce qu'on trouve un lien vers Terre de Liens PACA? Oui. Pour communiquer directement avec Terre de Liens PACA, donc c'est faisable. C'est ça. Sur le site, vous voyez, il y a une petite carte de France et on peut cliquer sur chaque région qui nous intéresse. Et donc, il y a une page par région avec le descriptif de chaque ferme, les animateurs, comment contacter, tout ça. Ok. Ok. Et il y a une page Facebook nationale, c'est ça seulement? Nationale. C'est en débat en PACA. Parce qu'on fait une page pour l'antenne, mais certains ne sont pas très Facebook, donc c'est encore en négociation. D'accord. Ben, merci beaucoup. Moi, il y avait juste une question que j'avais envie de poser en fait à chaque intervenant. Donc, tu peux être la première à qui je vais la poser. C'est juste pour avoir une vision personnelle, de savoir pour toi en quelques mots à quoi devrait ressembler l'agriculture de demain, l'agriculture du futur. Est-ce que tu as un peu une idée de toi de ce que tu aimerais voir demain pour l'agriculture française? Je travaille dans la Terre de Liens, je vais quand même militer pour l'agriculture paysanne paysanne donc à petite échelle et vraiment une agriculture avec du lien où c'est pas des grandes fermes de 200 hectares où il y a un agriculteur et on ne connaît personne, il n'y a pas de lien avec les citoyens. Donc moi je milite quand même pour une agriculture à taille humaine et respectueuse de l'environnement. Donc ça peut être biologique ou pas forcément de label, mais qui prend en compte des pratiques agroécologiques. Super. Et peut-être que ça peut intéresser des gens aussi. Quel est ton parcours un peu, en tout cas, qu'est-ce qui t'a amené à arriver jusqu'à Terre de Liens aujourd'hui et voilà, pourquoi tu as eu envie Moi, je suis ingénieure agronome et donc j'ai fait école d'ingénieur à Lille pendant 3 premières années et ensuite un diplôme avec les Pays-Bas, un master en agroécologie. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur les sujets du foncier agricole qui m'ont bien challengée et donc Terre de Liens. J'avais fait un premier stage à Terre de Liens en première année, donc c'est aussi là que j'ai découvert l'association. D'accord, super. J'ai 2 questions pour toi, Blanche. Est-ce que les terres mises à disposition, j'ai perdu. Est-ce que les terres mises à disposition sont en location ou gratuites? Elles sont en location. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir du coup, c'est des fermages, c'est chaque arrêté préfectoral, donc c'est départemental, qui fixe des fermages en fonction des terres. Donc nous, on va avoir 3 zones en Alpes-Maritimes, au pays, moyen pays et le littoral. Et donc l'idée, c'est vraiment pas de faire des loyers très bas forcément ou très haut pour gagner plus d'argent, c'est le juste prix. Si c'est de la bonne terre, ça va être un loyer un peu plus élevé. Si c'est de la terre mauvaise, ça va être un loyer très bas. Mais aussi pour montrer que les porteurs de projets ils soient vraiment motivés et qu'ils ne viennent pas à Terre de Liens juste parce que ça serait gratuit, par exemple. Alors, une autre question. Quelqu'un est surpris que l'installation se fasse sur des petites surfaces de 1 hectare et que ça permette d'en vivre. Ça, c'est assez particulier aux Alpes-Maritimes et à PACA. C'est que c'est beaucoup de petites surfaces. Si on va Terre de Liens, si on regarde les fermes Terre de Liens en Normandie, ça va être facilement 20 hectares ou 30 ou plus. PACA et Alpes-Maritimes en plus, c'est vraiment petite surface, et notamment maraîchage. En maraîchage, on s'en sort avec 1 hectare pour une personne ou 2. Okay. Bon, après, si on est en élevage, Stéphane, il a plus que... Là, c'est des plus grosses surfaces. C'est vraiment maraîchage où c'est 1 hectare ou 2. Oui,
Puis après, Stéphane, c'est une partie à Terre de Liens, une C'est partie ça. Lilou à la ville, je crois, et c'est pas. Mm. Et puis, bah, ça nécessite peut-être des méthodes, c'est vrai, assez agroécologiques pour réussir à avoir une productivité sur ces petites surfaces. C'est Oui, peut-être une ouais, méthode qu'on n'a pas totalement. l'habitude de voir sur des grandes surfaces très, très intensives. Tout à fait. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, Valérie, Non, pas pour de toute l'instant. façon, on laissera un petit moment après pour les Merci. questions. Bah, merci Avec beaucoup, plaisir. Blanche. Et puis, voilà, on va pouvoir découvrir Julien maintenant. Donc, voilà, je te laisse te présenter ton activité. Et puis, je te poserai peut-être quelques questions. Et puis aussi, les gens qui nous écoutent auront peut-être des questions pour toi. À toi. Ok, donc bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Julien Gobert, j'ai créé le rucher Abella en 2011. Avant cela, pour vous cibler un petit peu le parcours et le pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'étais directeur de centre de loisirs. J'avais une volonté d'emmener les enfants vers une sensibilisation autour de l'environnement, donc d'aller aussi à la rencontre des différentes fermes pédagogiques ou tout simplement producteurs locaux pour qu'ils expliquent un petit peu leur métier et ainsi de suite. J'ai eu la chance, quand j'étais enfant, de pouvoir être dans le potager de mes grands-parents et être aussi chez les scouts, et tout en habitant en plein centre-ville de Nice. Et du coup, tout ça m'a permis d'avoir des petites graines dans nos banques intérieures qui ont pu germer au fur et à mesure que j'ai grandi. Et en fait, en 2011, j'ai vraiment eu un petit peu un choc au niveau de mon travail en centre de loisirs, où je me suis dit, mais c'est pas ce métier-là que je veux faire si je ne peux pas avoir d'accès vers la nature avec les enfants et toute cette pédagogie-là qui est pour moi importante. Et j'ai vu qu'il manquait vraiment. Du coup, c'est là où j'ai commencé aussi à m'intéresser à qu'est-ce que l'agriculture biologique, qu'est-ce qu'une agriculture paysanne, à m'intéresser localement. Ben tiens, si j'achetais des légumes autour de chez moi, au lieu d'aller les acheter dans un simple commerce basique et sans regarder spécialement leur provenance. Et un tas de questions se sont levées. Et plus je levais une réponse d'une question, et plus il y avait de questions, et plus j'avais envie de continuer vers là. J'ai eu la chance après, sur différents événements, de croiser par exemple Jacques Descamps de la Nef, de croiser aussi les colibris, et du coup d'avoir un petit peu des exemples d'actes qui pouvaient vraiment être posés en tant que citoyen pour essayer de changer un petit peu les choses. Et donc de là, je me suis dit, bon, ben, il manque de paysans dans notre département, qui était un des départements les plus producteurs de France en début 1900, grâce à nos terres qui sont vraiment très fertiles et avec le climat qui permet justement de cultiver toute l'année. Donc ça rejoint la question tout à l'heure du maraîchage. Dans les Alpes-Maritimes, oui, on peut vivre sur un hectare de maraîchage parce qu'on a du coup un turnover au niveau des terres, sans les épuiser non plus quand on fait les choses bien, de pouvoir cultiver plus que dans le nord de la France où il va faire très froid et où on ne va pas pouvoir cultiver toute l'année. Bref, donc je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passait localement dans les Alpes-Maritimes au niveau agriculture. J'ai eu aussi l'immense chance d'avoir mon cousin Germain qui est apiculteur dans les Alpes-Maritimes. Et chez qui j'ai travaillé aussi comme ça pour les aider sur le matériel ou sur la mise en pot de miel ou autre à l'époque. Et donc voilà, une fois tout ça, je me suis dit, bon, ben, il manque des fermes pour accueillir les enfants, il manque du coup de la production. On a un besoin crucial d'aller justement vers des générations où il faut inculquer qu'un paysan n'est pas un bouseux. Au contraire, que d'être paysan, eh ben, c'est avoir une connaissance énorme de l'environnement, de la météo, de plein de points différents. Et en plus d'avoir des connaissances très spécifiques par rapport à qu'est-ce que l'on produit. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais de l'apiculture et je n'y connais toujours pas grand-chose aux abeilles. Pourquoi? Parce qu'on en apprend vraiment tous les jours et je pense que c'est pareil dans n'importe quel domaine agricole. Surtout qu'aujourd'hui, les choses bougent beaucoup, avancent beaucoup au niveau de nos climats, de nos changements et tout ça.
Et donc, ça demande une remise en question quotidienne. Et du coup, ce que je me suis aperçu, c'est qu'en fait, être paysan, ouais, ben, c'est chaud, hein. Il faut vraiment avoir une soif d'apprendre, beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Et je comprends maintenant aussi pourquoi il y a beaucoup moins de paysans et d'installations de paysans, dans le sens où c'est dur de maintenir une activité agricole quand on est dans une société en plus où on veut schématiser un boulot métro, boulot dodo. En tant qu'agriculteur, c'est vraiment pas possible. Et nos anciens ne travaillaient pas autant parce que ils en avaient, ça leur faisait plaisir, mais parce que en tant qu'agriculteur, on est obligé de vivre en fonction des saisons. Et si on était en plein été, à cette heure-là, je ne pourrais pas vous parler. Je serais ou dans les vergers ou avec les abeilles. Mais voilà, donc il faut vivre aussi au rythme des saisons. Et c'est ça qui me plaisait aussi à un moment donné, de revenir un petit peu vers ces sources-là. Donc voilà, donc bon, je m'étale un peu, donc je vais recentrer tout ça. Donc en 2011, j'ai voulu m'installer en apiculture et mon projet vraiment était de mettre en place une ferme pédagogique pour accueillir les enfants et pour produire. Donc j'ai d'abord orienté vraiment autour du monde de l'abeille. J'ai bien sûr fait le choix de faire tout ça en agriculture biologique. Alors j'ai fait le choix de ne pas m'installer en AB, mais de m'installer avec la labellisation Nature et Progrès, que je vous invite à aller voir. Peut-être que j'en reparlerai après de Nature et Progrès. Je vais d'abord finir un petit peu le cursus de qui je suis et l'installation. Et donc j'ai pu en 2013 acquérir des terres agricoles et en zone naturelle dans les gorges de la Siagne situées entre Saint-Vallier et Escragnole. Et du coup, entre 2011 et 2013, ça a été vraiment un peu un challenge et un combat de réussir à trouver des terres agricoles abordables dans notre département où, comme on le dit tout à l'heure, c'est vraiment très cher. Donc, j'avais fait aussi appel à Terre de Liens pour voir si on pouvait trouver des terres, s'ils en avaient, s'ils avaient des contacts, et ainsi de suite. J'avais beaucoup la chance de fonctionner un petit peu comme un écureuil. Donc, j'ai des petites réserves qui m'ont permis, quand je me suis installé, d'avoir un tout petit capital devant moi et du coup de moi-même en fait m'auto-financer l'achat des terres. Et donc j'ai pu acheter donc ces terres-là, 4 hectares en 2013. De là, j'ai eu besoin de faire un crédit pour pouvoir construire la miellerie et puis acheter un petit peu plus de matériel pour continuer à développer mon cheptel de ruches. Et j'ai eu une fois de plus encore la grande chance de rencontrer l'ANEF, qui est donc une banque éthique, qui est la seule banque éthique en France aujourd'hui, qui est en cours d'avoir vraiment son statut officiel de banque éthique sans avoir de tuteur par-dessus d'autres banques, qui sont du coup pas éthiques. Donc c'est en chemin. Et donc de là, pour moi, il était clairement logique et cohérent de pouvoir faire mon crédit chez la Nef et pas dans une autre banque. Donc, ils m'ont suivi dans le projet. J'ai donc pu construire la mailerie, augmenter mon cheptel de ruches au fur et à mesure. Et ensuite, je me suis recentré pour revenir à une plus réelle activité agricole. Parce que je pense aussi, ce qui est très important au niveau de nos schémas agricoles à l'heure actuelle, c'est de revenir vers une agriculture paysanne. Et une agriculture paysanne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas de la monoculture, c'est vraiment de pouvoir, je pense, faire plusieurs choses et avoir une plus réelle activité agricole qui va nous permettre justement, dans des années où, par exemple, s'il y a un manque de production dans les ruches, il va y avoir le verger qui va prendre la relève ou aider, et du coup de favoriser aussi une biodiversité. Parce que des champs et des champs d'hectares que d'une monoculture va favoriser des maladies. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faut traiter. Donc, et tout le tralala qu'après, on connaît tous. Donc voilà, c'est important de revenir vers une agriculture paysanne à échelle humaine. Et donc, à partir de là, j'ai voulu planter un verger. Je me suis beaucoup intéressé à l'association Les Fruits Oubliés. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à regarder un petit peu qui ils sont. C'est un petit peu comme l'association Cocopelli. Donc, Cocopelli, c'est une association qui se bat pour la libération de la semence, puisqu'à l'heure actuelle, c'est les agro-semenciers
qui détiennent le cahier des charges donc, des semences et de ce que vous avez le droit de produire ou pas en tant que de professionnel. Et on a perdu des centaines et des centaines de variétés de légumes, de fruits. Donc, Cocopelli est plutôt centré sur tout ce qui est semences autour des légumes et des fleurs. Et l'association Les Fruits Oubliés, plus sur tout ce qui est fruits, tout simplement. Donc, je me suis rapproché d'eux juste pour voir un petit peu dans mon projet de créer un verger. Qu'est-ce que je pourrais choisir comme variété, qu'est-ce qui serait adapté là où je suis. Et donc, aujourd'hui, grâce à un financement participatif que j'ai mis en place en 2017, cela m'a aidé à pouvoir acquérir 300 pieds de fruitiers. Et sur ces 300 pieds de fruitiers, il y a 180 variétés différentes. Et c'est toutes des variétés anciennes. Alors, qu'est-ce qu'une variété ancienne de fruitier? Eh bien, ça va tout simplement être, au lieu d'avoir 3 ou 4 variétés de pommes sur votre étalage, eh bien, il pourrait y en avoir plus de 100. Et, bien, du coup, voilà, j'ai des fruits qu'on connaît pour les plupart, comme les abricots, les cerises, les oranges, et ainsi de suite. Mais dans ces fruits-là, il y a plein de variétés différentes. Et il y a des variétés aujourd'hui qu'on a perdues dans, en tout cas, les grandes échelles de production. Donc, ce qui était important aussi par rapport à ce verger, c'était d'en faire un verger conservatoire. Et pour moi, c'est encore plus précieux que de l'argent dans une banque. C'est que demain, si quelqu'un a envie de venir récupérer un greffon d'une variété pour aller la greffer sur un autre fruitier parce que ce fruit-là est plus résistant et ainsi de suite, eh bien, c'est possible. Parce que tout ça, si nous, on ne le fait pas vivre et qu'on ne le fait pas perdurer dans le temps, eh bien, nos générations futures, elles les auront plus. Et on est vraiment, pour ma génération, donc des années 80 et un petit peu avant, un petit peu après, une génération très charnière, je pense, là-dedans, parce que on a vraiment perdu, on a eu une fracture importante de la vie agricole. Et en plus, c'est là où sont arrivées du coup toutes les hybridations de semences et aussi de fruitiers. Et tous nos anciens, qui sont du coup nos grands-parents, qui cultivaient un petit peu et qui avaient donc cette conscience et ces variétés-là dans leur jardin, eh ben, les générations d'après ont arrêté ou ont vendu les terres ou ont arrêté de cultiver ou de garder tout ça en vie. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on perd ces variétés-là. Donc c'était aussi important pour moi au niveau de ce verger qu'il soit du coup un conservatoire et qu'il serve là dans les années à venir et pour j'espère les générations futures d'un lieu pour venir récupérer des greffons et les essaimer ailleurs quoi. Donc pour le moment le verger est tout jeune. Un fruitier pour commencer vraiment à produire il faut 5 ans. Donc les fruits commencent à peine à se montrer timidement. Et ça permet aussi d'avoir un verger pédagogique pour justement montrer qu'est-ce qu'un aziminier. Un aziminier, c'est un petit arbre, un petit arbuste qui produit un petit peu comme des mangues et qui pousse très bien dans nos climats ici. Qu'est-ce qu'un feijoa? C'est comme une petite goyave. Voilà, c'est les petits fruits qu'on connaît moins mais qui poussent chez nous et qui sont très bons. Voilà, et donc pour réussir à vivre un petit peu plus facilement aussi de cette agriculture et surtout permettre aux gens de s'immerger dans du coup la nature, puisque je suis vraiment plein dans des gorges et dans une forêt. Le fait vraiment de venir se poser et rester pendant quelques heures, voire quelques jours, c'est pas la même chose qu'une simple visite d'une heure. Et donc, j'ai vraiment eu envie que les gens puissent venir se poser pour prendre du lien avec la nature et en fait se dire, ouais, mais ouais, c'est ça que je veux, revenir un petit peu vers ça. Et, et donc, j'ai installé une yourte que je loue en location saisonnière aujourd'hui. Et c'est aussi une des choses qui m'aide beaucoup. Et je pense que beaucoup de fermiers faisaient ça avant, de l'accueil ou à la ferme et ainsi de suite. Et ça me permet aussi d'avoir une petite base de revenus, même si c'est très minime sur un chiffre d'affaires, mais au moins c'est une base de revenus qui aide dans des années où il peut y avoir des difficultés de production, mais aussi qui va surtout servir de pédagogie aux gens qui vont venir et qui vont rester en plein milieu de la forêt et qui vont devoir faire attention à leur consommation d'eau,
puisqu'au niveau de la ferme, nous ici, on fonctionne uniquement avec les panneaux solaires et la récupération d'eau de pluie. Donc, on doit faire très attention à notre consommation d'eau et d'électricité. Donc, c'est aussi revenir à une conscience de, ben voilà, quand j'attends que l'eau chaude arrive, eh ben, je ne la gaspille pas cette eau, je ne la laisse pas partir dans les évacuations, je la récupère et dès qu'elle est chaude, eh ben là, j'arrête de la récupérer, je l'utilise. Et du coup, celle que j'ai récupérée, ben, je vais pouvoir faire la vaisselle, arroser une plante, mais elle ne sera pas perdue. Une toilette avec de l'eau, ben, c'est fini. Donc, du coup, on a mis en place des toilettes sèches pour pouvoir justement éviter d'utiliser de l'eau dans les toilettes inutilement. Voilà, donc il y a toute une pédagogie autour de tout ça aussi qui est importante pour les gens qui viennent ici, même en simple visite. Et le dernier volet un petit peu de ce que je fais et qui est dans mon cursus, en 2014, donc j'avais commencé à mettre en place un petit peu quelques ateliers pédagogiques pour les enfants autour de l'abeille. Et avec un groupe d'amis, on a vraiment décidé de créer l'association Nature Abella, donc, qui est située sur la commune de Saint-Valide-de-Thiers. Et en fait, le but de cette association est de sensibiliser les petits et les grands au monde de l'abeille et du coup au monde de l'environnement. Donc à l'heure actuelle, on est 2 salariés, puisque je suis salarié à mi-temps moi dans cette association pour aider à mettre en place et coordonner les ateliers. Et puis il y a une salariée maintenant à plein temps, une animatrice qui va aussi du coup avec moi ou sans moi dans les écoles, dans les stands de loisirs, dans les collèges. Ou sur des événements, des fêtes ou autres, pour faire des stands justement sur le monde de l'abeille et avec des ateliers, des thématiques, afin de pouvoir apprendre qui sont les abeilles, à quoi elles servent, pourquoi elles sont aussi importantes dans notre vie et dans notre biodiversité. Et voilà, donc du coup, avec l'association, on met tout ça en place depuis. Il y a des événements à la ferme aussi, non, de temps en temps. Récemment, il y a eu Terre de Liens justement qui a été sollicité, non, pour un stand au Oui. rucher. Oui, alors ce qu'on essaie de faire au niveau de la ferme, c'est d'accueillir un maximum de personnes quand on peut. C'est vrai que c'est pas facile quand on est agriculteur et qu'on n'est pas non plus plusieurs et beaucoup de prendre du temps pour accueillir les gens, en plus de la production dans les saisons où là où on aurait envie de sortir et aller se promener en pleine forêt, c'est plus au printemps et en été. L'automne et l'hiver, ça caille un peu, c'est pas le meilleur des moments. Même si c'est très agréable, mais c'est pas là où les gens sortent le plus et où on a le plus de chances aussi qu'il fasse beau et ainsi de suite. Donc voilà, on essaie au moins 2 fois par an de faire une journée porte ouverte, donc souvent une au printemps et une en automne, pour justement pouvoir présenter la ferme, visiter la mairie, visiter les vergers et en même temps faire des ateliers. Donc pour toutes les portes ouvertes qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu un stand de l'association Nature Abella pour faire des ateliers pour les enfants qui viennent à la journée porte ouverte. Et du coup, on invite aussi d'autres structures associatives comme la Nef, comme Terre de Liens, comme PEP2A, pour justement venir sensibiliser les gens qui vont venir jusqu'à nous sur cette ferme et pour essayer de convaincre encore plus de personnes qu'on a tous notre responsabilité dans ce qu'on peut faire ou pas et que pour ça, on a plein d'outils. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a les outils. Il suffit juste de savoir les utiliser, de les connaître, et puis après, bien sûr, d'avoir la volonté de les faire fonctionner. Tout à fait. Alors, pour vous parler un petit peu des abeilles, pourquoi est-ce que j'ai décidé aussi de me pencher vers l'apiculture et pas vers autre chose, ou du maraîchage ou autre, c'est que pour moi, la vraie vie de base sur la Terre, c'est l'abeille. Et pour bien comprendre une biodiversité et tout ça, si on ne comprend pas ses racines profondes, on ne peut pas en comprendre le reste. Donc, dans mon cursus, pour moi, personnellement, j'avais besoin vraiment de passer déjà par la connaissance de l'abeille, aider du coup les abeilles à pouvoir vivre au milieu un petit peu de ce chaos agricole et autres que l'on vit depuis des années et qu'elles subissent, elles, dans notre biodiversité, alors que c'est des vraies sentinelles de santé pour tous. Donc à partir de là, voilà, j'ai voulu vraiment découvrir plus profondément le monde de l'abeille. Donc j'ai eu la chance que mon cousin Germain m'a formé pendant 2 ans en travaillant à ses côtés à l'apiculture. Et je me suis beaucoup formé après à côté sur différentes méthodes d'apiculture alternatives
pour essayer en fait, d'être au plus près du respect de l'abeille, tout en restant dans un schéma de production pour pouvoir en vivre. Parce que c'est aussi important, quand on est agriculteur, de pouvoir, à un moment donné, rentrer un minimum dans le système de production. Et avec les abeilles, voilà, on peut trouver ce juste milieu. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que là, j'ai connu Nature et Progrès. Donc, cette labellisation, en fait, Nature et Progrès, ça a été créé en 1964, quand les pesticides et insecticides sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale dans nos méthodes de production et dans, du coup, les méthodes de production monoculture, puisque avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de monoculture à aussi grande échelle, puisqu'il n'y avait pas de gros tracteurs et, du coup, pas les pesticides, insecticides qui vont avec ce schéma-là de culture. Et donc, c'est des agriculteurs qui se sont fédérés pour créer une mention, puisqu'à l'époque, la labellisation n'existait pas, pour créer une mention et commencer justement à dire aux consommateurs qu'il y avait des différences entre des légumes et des fruits suivant comment ils étaient cultivés. Et depuis ce jour, cette association a su garder des vraies valeurs profondes de l'agriculture du coup paysanne et d'une vraie agriculture bio, naturelle et respectueuse de l'environnement. C'est qu'en 92 où le label AB a pris le monopole de l'agriculture bio et où du coup aujourd'hui on ne jure que par ce label AB. Mais quand on creuse au niveau cahier des charges, je peux vous dire qu'en Nature et Progrès, en tout cas en apiculture, le cahier des charges est beaucoup plus complexe en Nature et Progrès qu'en AB. Et du coup, c'est important aussi de découvrir un petit peu d'autres labels et de sortir du stéréotype que AB. Parce que il y a d'autres labels d'agriculture naturelle qui rejoignent tout à fait, voire plus, les bases d'une agriculture biologique. Donc, j'ai tout de suite fait le choix de partir avec Nature et Progrès et ça m'a beaucoup guidé dans l'essentiel de comment mettre en place mon activité agricole en apiculture. Et surtout, ce qui est important, c'est que quand on a en fait un contrôle par an, et ce contrôle-là, eh bien, c'est ou quelqu'un de la Fédération Nature et Progrès nationale qui vient, ou alors un agriculteur. Et ça fait toute la différence parce que pour les fruitiers, au niveau des vergers de ma structure agricole, je suis labellisé uniquement en AB et aussi Nature et Progrès, mais j'ai aussi du coup le label AB dessus. Et donc j'ai aussi les contrôles donc d'EcoCert. Et du coup, là, ce n'est pas des agriculteurs qui viennent nous contrôler. Et surtout, il n'y a pas un échange profond de questionnement qui est alors, comment vont les abeilles? Ou alors, comment vous arrivez à gérer les différentes problématiques que vous pouvez avoir? Est-ce que vous en avez? Et si vous en avez, il faudrait qu'on arrive à vous mettre en lien avec un autre apiculteur, ou tiens, je connais justement cet apiculteur qui a eu cette problématique, on vous met tout de suite en lien. Et un vrai travail de fond comme ça chez Nature et Progrès que moi je trouve génial et qui a un rapport de lien entre les agriculteurs qui sont Nature et Progrès et qui du coup est un échange. Et ça, c'est super important pour n'importe quel métier, mais encore plus, je pense, les métiers agricoles, de pouvoir avoir des échanges et des retours d'expérience. Donc du coup, pour les abeilles, j'ai fait le choix de ne pas partir sur un gros cheptel. J'ai à ce jour à peu près 150 ruches. Alors ça peut paraître beaucoup comme ça quand on dit 150 ruches, mais c'est pas énorme. Un apiculteur, pour vivre que d'apiculture, il lui faut minimum 200 ruches. Et du coup, en dessous ça, c'est vraiment compliqué de pouvoir vivre que de cela. Et moi, j'ai vraiment du coup voulu faire le choix de ne pas vivre que de ça, parce que j'ai aussi envie de faire autre chose que de l'apiculture tout le temps. Et de surtout aussi recréer des fermes comme j'ai connu petit, quoi. C'est-à-dire qu'ils font un petit peu de tout, sans s'éparpiller, mais avec plusieurs choses. Donc c'est pour ça que par la suite, j'ai voulu faire les vergers, et ainsi de suite. Et au niveau des miels, j'ai voulu garder aussi une production en fait qui font un petit peu des miels de terroir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un apiculteur, pour pouvoir vraiment réussir à bien vivre de son travail, il est obligé d'aller sur les zones de culture, comme le lavandin, ou alors des grosses zones comme le colza, pour faire démarrer les colonies plus tôt dans la saison, pour qu'elles se développent plus vite et qu'ensuite elles puissent justement aller sur d'autres récoltes comme l'acacia qui suit, le miel d'acacia, comme après le miel de châtaignier, puis les miels de montagne, puis le miel de lavande.
Et en fait, j'avais vraiment envie plus d'une apiculture, entre guillemets, plus tranquille et pas de courir en fait sur toute la France après les fleurs. Parce que c'est déjà très dur et je tire mon chapeau aux apiculteurs qui arrivent à tenir ce rendement, parce que je peux vous dire qu'il faut travailler jour et nuit, et c'est pas des blagues. C'est-à-dire que le jour, vous travaillez aux ruches, et la nuit, vous chargez tout, vous mettez sur les camions et vous partez transhumer pour rejoindre une autre région, un autre champ, et arriver avant le lever du jour pour déposer les ruches et repartir. Donc voilà, c'est vraiment très dur comme métier. Donc voilà, moi j'avais vraiment pas envie de ça, et du coup je me suis aussi un petit peu reconnecté au miel de terroir, comme par exemple le miel de lavande sauvage ou le miel de sarriette. C'est des miels qu'on connaît peu parce qu'en fait on a beaucoup arrêté de les faire, mais nous ici dans l'intérieur-pays, vers Cossol, Andon, Gréolière et tout ça, ben, on a de la lavande fine qui est la lavande sauvage, on a de la sarriette qui est comme un petit peu la même famille que le thym, et du coup c'est des miels qui sont très cicatrisants et antiseptiques. Et c'est aussi ça qui me plaît beaucoup dans l'apiculture, c'est de faire des produits en fait de qualité qui vont surtout nous servir à nous soigner. Parce que pour moi, les abeilles, elles sont avant tout ici pour nous aider à être en bonne santé sur la planète, à avoir ce qu'il faut à manger par rapport à toute la pollinisation qu'elles peuvent faire, au maintien du coup d'une biodiversité qu'elles offrent grâce à leur pollinisation, au-delà de juste pour nous des fruits et des légumes, c'est-à-dire les fleurs, les herbes et ainsi de suite. Et aussi tous les produits de la ruche qu'elles vont nous offrir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'apithérapie, donc se soigner avec les produits de la ruche. Et c'est vraiment un domaine qui m'a beaucoup plu quand j'ai commencé à m'intéresser à l'abeille. C'est ce que je voulais mettre en place au niveau de ma structure agricole. Aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le temps puisque j'ai eu plein d'autres choses à faire là où je suis sur mon site. Mais dans les années à venir, c'est vraiment quelque chose que je veux développer pour se soigner avec tous les produits de la ruche. C'est ce que je fais déjà un petit peu avec mes clients habituels en leur expliquant un petit peu les différents produits. Mais là, ça serait d'aller vraiment plus loin dans différentes méthodes de soins avec les abeilles. Voilà, Merci dans les beaucoup. grandes lignes. C'est très complet. Moi, j'ai juste du coup quelques petites questions pour rebondir sur ce que tu as dit. Justement, est-ce que tu rencontres des problématiques particulières avec tes abeilles? Je sais que notamment le frelon asiatique pose souvent des problèmes de plus en plus. Est-ce que toi, tu as des problèmes avec tes cheptels Alors, chaque année ne se ressemble pas, bien heureusement, dans un certain sens, sauf quand c'est vraiment des mauvaises années où on aurait aimé qu'elles n'existent pas. Alors il y a différentes problématiques au niveau des abeilles et c'est très très subtil et là, tout ce que je vais dire ne va engager que moi et mon vécu et ma vision des choses. Il y a le frelon asiatique, comme tu viens de citer, qui est arrivé du coup maintenant il y a une bonne quinzaine d'années en France à cause des cargos qui viennent de Chine. Donc c'est juste une résultante de nos erreurs de consommateurs. Donc ce frelon asiatique a adoré notre terroir et s'est développé très vite, si bien là maintenant de devenir un vrai fléau. C'est-à-dire que le frelon asiatique en fait va récupérer, fait un vol stationnaire, donc il arrive à récupérer les abeilles en vol très vite. Et en fait, il va se nourrir du thorax de l'abeille, qui n'est ni plus ni moins presque qu'une boule de muscle. Il va s'en nourrir lui, mais surtout il va s'en servir pour nourrir ses larves. Et une colonie de frelons asiatiques peut aller jusqu'à 300 000 individus. Contrairement à une colonie d'abeilles qui peut monter jusqu'à 90 000 abeilles maximum. Donc on peut arriver vers des tailles de nid qui font 3 mètres de diamètre. Et ça, on en a eu dans les Alpes-Maritimes. Donc c'est vraiment important. Et du coup, en fait, le vrai souci du frelon asiatique avec les abeilles, c'est qu'au printemps, il y a les fécondatrices frelons asiatiques qui créent un nid primaire. Et c'est là où on peut aider en faisant du piégeage pour récupérer ces fécondatrices. Elles vont faire un tout petit nid qu'on peut souvent voir parce qu'elles vont le faire à hauteur d'homme, dans des abris sous une toiture, dans un cabanon de jardin, entre un volet et une fenêtre qui reste fermée, dans un garage, voilà. Et du coup, ça fait comme une petite boule au début de ping-pong, qui va après grossir jusqu'à devenir une boule de tennis. Et en fait, elle va faire quelques individus qui vont après lui aider à faire le nid secondaire qu'elles vont aller construire là beaucoup plus haut, dans les cimes des arbres souvent.
Et du coup, elles vont construire ce nid à partir du mois de mai, juin, suivant les régions, suivant le climat et ainsi de suite. Et c'est ce nid-là qui va du coup monter à un nombre d'individus important. Et du coup, il va y avoir un énorme besoin de nourriture pour ce nid-là. Et donc, c'est à partir de la fin de l'été, vers le mois d'août, où du coup le frelon asiatique arrive un petit peu à son pic de population et où il va avoir besoin d'énormément de nourriture. Donc, c'est là où il vient récupérer des abeilles pour pouvoir les manger. Mais le souci, c'est qu'en fait, les abeilles, au niveau de leur rythme de vie, c'est qu'au printemps, elles vont donc se développer. Donc, de 5 à 20 000 abeilles dans une ruche, on va commencer à monter à 50 000 abeilles milieu de printemps, pour arriver à fin printemps à une colonie qui va avoir à peu près entre 80 000 à 90 000 abeilles. Et du coup, pour après repasser l'hiver, elle va refaire diminuer sa population. Et donc, pendant l'été, elle va rediminuer sa population pour, au mois d'août, redescendre déjà à 50 000 abeilles, voire moins. Et du coup, eh bien, c'est à ce moment-là où le frelon asiatique arrive et commence à prélever. Donc, toutes ces abeilles-là étaient censées être là pour préparer toutes les nouvelles abeilles qui seront les abeilles d'hivernage et qui vont hiverner une ruche. Donc, eh bien, du coup, il va y avoir un risque au niveau des colonies, dans le sens où les frelons vont manger les abeilles qui doivent préparer les abeilles d'hivernage ou vont manger les abeilles d'hivernage, puisqu'encore en ce moment, sur le littoral et surtout avec les chaleurs qu'on a là depuis de nouveau 2-3 jours, eh bien, il y a beaucoup de prélèvements qui sont faits au niveau des abeilles et le frelon n'est pas encore calmé, quoi. Il n'a pas encore fini son stade de l'année, même si ça arrive à la fin. Et voilà, donc une première difficulté des frelons asiatiques. Après, il y a le varroa, qui est un parasite de l'abeille et qui se reproduit dans le couvain de la ruche. Et ce varroa-là, il se transmet de ruche en ruche en partant sur le dos d'une abeille quand il est prêt, en fait, quand il est prêt à se reproduire, il s'en va sur le dos d'une abeille. Et quand l'abeille arrive sur une fleur, il descend du dos de l'abeille. Il reste sur la fleur comme un arrêt de bus et il attend le prochain bus. Et il va monter du coup sur une autre abeille qui va aller dans une autre ruche et qui va du coup proliférer le varroa et qui va du coup faire un bon mix de génétique et qui fait qu'il arrive à bien persister et à bien se reproduire. Et le varroa, c'est vraiment une des premières catastrophes apicoles dans le sens où il transmet plus de 27 maladies de l'abeille. Et comme il se nourrit justement du sang des nymphes et des larves de la ruche, il va transmettre ces maladies-là aux abeilles. Donc le varroa, c'est vraiment un fléau qui fait qu'aujourd'hui, c'est vu que ça fait déjà beaucoup d'années qu'on le traite avec des molécules chimiques des fois très lourdes, et bien du coup il devient de plus en plus résistant. Donc en bio, c'est encore plus difficile de pouvoir justement traiter ce varroa-là. Nos traitements sont moins efficaces, donc il faut être encore plus vigilant sur comment est-ce qu'on va faire le suivi des colonies au niveau justement du varroa, si le traitement a fonctionné, pas fonctionné ou peut fonctionner. Donc il y a aussi ce paramètre-là qui est très important. Et ensuite, il y a toute la pollution qu'il y a dans l'air. Donc un insecticide qui va être passé sur le bord de mer pour les moustiques, vous ne savez pas s'il ne va pas remonter avec un courant qui va remonter vers les montagnes. Et même si on est dans les zones ultra naturelles, on s'aperçoit qu'on peut quand même avoir de la pollution de pesticides insecticides. On a juste la chance, surtout nous dans notre région, d'avoir beaucoup d'agriculteurs bio et surtout de ne pas avoir de grandes surfaces de culture en monoculture qui font qu'il y ait beaucoup de pesticides. Il y a surtout plus d'insecticides par rapport au traitement pour les moustiques et ainsi de suite. Mais globalement, par rapport à tous les autres apiculteurs de France, nous, on n'a pas trop ce problème-là dans les Alpes-Maritimes. Un des gros soucis qui, je pense, est important et dont on ne parle pas assez, et qui est un peu flou pour tout le monde, c'est tout ce qui va être la pollution des antennes et des ondes qu'il y a de partout. Parce que c'est cool de vivre connecté, mais à un moment donné, ça a une répercussion. C'est pas palpable, on ne le voit pas. La plupart des antennes, surtout maintenant avec la 5G, on ne va plus les voir puisqu'elles vont être dans les satellites. Donc, on ne pourra plus dire, il y a des antennes partout. Et même quand bien même, si c'est déjà un petit peu le cas aujourd'hui, ça n'affole pas tant de monde que ça. Et voilà. Donc, en fait, il faut savoir que les abeilles
se dirigent avec le champ magnétique de la Terre, comme les baleines, comme beaucoup de cétacés. Et du coup, toutes ces ondes autour vont les bouleverser et vont avoir du mal à retrouver ce champ magnétique de la Terre. Et à partir de là, forcément, elles risquent de se perdre. Et moi, ça, je l'ai très bien vécu par expérience, où j'ai eu un rucher à côté d'ondes relais, alors des antennes assez basiques, hein, pas des grosses antennes. Et en fait, sur 3 ans, je me suis aperçu que j'avais plus de mortalité sur ce rucher-là que sur les autres ruchers. Alors que c'était les mêmes colonies, que j'ai suivies de la même manière, qu'il n'y avait pas de raison comparée aux autres endroits, dont un autre rucher qui était vraiment un vol d'abeilles à 1 km, ce qui est rien du tout, qui lui n'était pas touché, alors qu'il butinait du coup dans la même zone. Il faut savoir aussi qu'une abeille, elle vole dans un rayon de 3 km autour de la ruche. Donc, on définit des zones pour faire des miels de telle ou telle variété en fonction de la zone où on amène la ruche de ce rayon de 3 km. Et c'est comme ça aussi qu'en agriculture biologique ou en nature et progrès, vous allez pouvoir avoir le droit de mettre vos ruches à tel ou tel endroit suivant ce qui se trouve dans ce rayon de 3 km. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, cet autre rucher qui n'était pas à côté des antennes, mais qui était à 1 km à vol d'abeille, il avait du coup la même zone de butinage que ces abeilles-là. Donc, ce n'était pas un problème de pesticides ou d'intoxication à une mauvaise eau qu'elles ont bu ou autre. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait certainement plein d'abeilles qui n'arrivaient plus à revenir à la ruche à cause de ces ondes et qui du coup se perdaient. Et du coup, les population d'abeilles diminuer et aller du coup vers la mortalité de la ruche. Et à partir du moment donné où j'ai arrêté d'utiliser ce rucher-là, j'ai plus ce souci-là et d'avoir moins d'abeilles ou plus de mortalité sur un rucher contrairement aux autres, quoi. Ou alors moins flagrant. Donc j'ai pu faire mon expérience que oui, les antennes bouleversent les abeilles. Et j'ai pu du coup depuis bien m'informer là-dessus et m'apercevoir que je ne suis pas le premier apiculteur qui s'en rend compte. Et il y a en fait plein d'études qui se font là-dessus. Et les ondes sont vraiment un grand problème aussi pour les insectes, au-delà de juste les abeilles. Et je pense que ces ondes sont aussi un gros problème pour les humains, mais c'est juste que là, pour le moment, on ne s'en rend pas trop compte et que les personnes qui sont aujourd'hui électrosensibles, il n'y en a pas encore beaucoup. Ils sont de toute façon pas reconnus comme vraiment une maladie qui les empêche de travailler tout ça. Et pourtant, il y a quand même de plus en plus de personnes. Moi, étant dans une ferme un petit peu retirée, là, en espace de 2 ans, j'ai quand même eu la demande de 3 personnes si par hasard je pouvais les loger sur place parce qu'ils étaient devenus électrosensibles et qu'ils cherchaient des zones dans les endroits naturels pour se loger. Donc moi, juste petit apiculteur tout seul dans une forêt, avec le peu de réseau que j'ai autour de moi, j'ai quand même réussi à avoir 3 personnes dans les Alpes-Maritimes qui m'ont contacté pour savoir si par hasard je pouvais les loger sur mon exploitation. Donc c'est que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens électrosensibles dont on ne parle pas assez. Mais là, avec les effets de la 5G, dans les années à venir, on va commencer à le voir de plus en plus. Donc voilà, pour revenir aux problématiques de l'abeille, il y a aussi cet aspect-là qu'on ne prend pas assez en compte, je pense, mais qui est, à mon avis, très important et une des difficultés de l'apiculture. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, je ne sais pas, Valérie, s'il y a des questions pour Julien. Écoute, on me demande des nouvelles de tes abeilles, vraiment, de tes abeilles. Est-ce que tu fais de la transhumance toi-même, quand même, un peu? Et puis, Oui. est-ce que tu as l'air d'être dans un lieu assez protégé, mais est-ce que tu subis comme des pertes chaque année, quand même? Alors, mes abeilles vont bien. Là, chez moi, en ce moment, il n'y a pas de frelons asiatiques. Cette année, j'ai vraiment eu la chance qu'il n'en ait pas, puisqu'en fait, de mi-mai à mi-juin, cette année, il a refait très froid, alors qu'on avait eu un printemps très, très précoce. Souvenez-vous, au premier confinement, il faisait très beau, alors qu'on était au mois de février, il faisait très chaud, au mois de mars aussi. Et du coup, les abeilles sont développées très vite. Et du coup, à partir du mois de mai, il a refait très froid. Si bien que chez moi, à 700 mètres d'altitude, je ne suis pas non plus très haut, je suis qu'à 700 mètres, il a recommencé à geler au mois de mai, alors qu'on avait des nuits dans le positif à plus de 10 degrés depuis plusieurs semaines.
Donc ça, c'était un impact assez fort au niveau des colonies. Ça a été difficile pour elles. Mais du coup, le point positif, c'est que ça a tué tous les nids primaires de frelons asiatiques. Donc à l'heure actuelle, elles n'ont pas de pression. J'ai pratiquement toutes mes colonies là, sur mon exploitation chez moi, en attendant justement que le frelon asiatique, lui, se calme un petit peu sur le littoral. Puisqu'en fait, au niveau de la transhumance, moi, je fonctionne du littoral vers la montagne et de la montagne vers le littoral. Et du coup, en fonction des saisons qui ne se ressemblent jamais, je monte ou plus vite vers la montagne ou moins vite. Et du coup, je les monte au fur et à mesure, en plusieurs étapes, du littoral vers la montagne. Voilà. On a un petit message. Alors, on ne comprend pas bien si c'est Marin ou Marlène, hein, si ça te parle, qui demande si on pourra bientôt revenir planter des arbres chez toi. Ça sera un grand plaisir de pouvoir en replanter. Je pense que ça va être en projet pour 2022. En fait, là, je suis en train de tester toutes les variétés que j'ai plantées, puisque, comme je l'ai dit, j'ai planté 180 variétés de fruitiers différentes. Et du coup, là, j'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui prend le mieux, qu'est-ce qui a l'air de se plaire le plus. Et en fonction de ça, je vais replanter sur le reste des terres que j'ai d'autres fruitiers. Étant donné que ça a un coût beaucoup au niveau d'investissement en fait, d'achat, et puis aussi voilà, moi je suis dans un endroit où il faut tout retravailler au niveau de la terre, il faut recréer des restanques, c'est des vieilles forêts qui ont été cultivées avant la Première Guerre mondiale. Et la forêt a pris le dessus pendant 100 ans. Donc, du coup, voilà, il y a quand même une resélection à faire au niveau des arbres, de qui on garde, qui on ne garde pas, et de recréer des restanques. Pour ceux qui sont déjà venus chez moi, ils ont vu le travail que j'ai fait sur une partie de l'exploitation. Et il faut que je fasse de même maintenant sur l'autre moitié de l'exploitation. Donc, du coup, voilà, il y a déjà beaucoup d'investissements à faire au niveau justement de l'aménagement pour après être prêt à planter. Et ce que j'ai beaucoup aimé et adoré, c'est certainement comme cette personne-là qui pose cette question, d'avoir recréé du lien entre quelqu'un qui s'est dit ok, moi je parraine un arbre et je vais aller le planter et je vais le suivre. Et ça, c'est trop bien. J'ai plein de familles là, qui reviennent régulièrement et j'invite d'ailleurs cette personne à venir à me contacter et à venir passer voir son arbre et qui sont venus planter leurs arbres ou qui n'ont pas pu mais qui ont suivi l'évolution. Et ça a quand même créé un petit réseau de personnes et a remis le pied à l'étrier, peut-être de personnes après qui se sont dit tiens, moi aussi je vais planter un arbre. Voilà, donc c'est ça aussi que j'aurais envie, par un biais d'un autre financement participatif pour continuer à planter des arbres, à faire, parce qu'au-delà de juste aider financièrement, qui est déjà important, mais il y a aussi tout l'aspect voilà, de lien et de contact et d'aller s'enraciner avec son arbre. Et ça, c'est trop bien. Un vrai réseau social, finalement. Ouais, c'est ça. Et, vas-y, Valérie. pardon, et si je comprends bien, donc la production fruitière, c'est dans les quelques années qui viennent. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire des fruits? Comment ça va fonctionner? Pour quel consommateur? Alors, les fruits seront uniquement vendus localement. Moi, je ne fais pas de marché permanent, que ce soit aujourd'hui pour le miel ou plus tard pour les fruits. Pourquoi? Parce qu'il a fallu faire un choix à un moment donné de comment je vends mes produits par rapport à tout ce que je veux faire. Parce qu'entre les temps où je suis dans les écoles ou les temps de paperasse administrative pour l'association ou pour ma structure agricole, la gestion de la structure agricole, des fruitiers et ainsi de suite, je ne pouvais pas être partout. Donc, j'ai fait le choix en fait, de vendre en direct, d'aller que sur des événements comme des foires, la fête au miel, fête de la bio, ou des petits événements comme ça. Et le reste de la production, de le vendre en magasin bio. Donc là, après, j'ai refait le tri en magasin bio, à qui, comment. Donc, je vends en magasin bio localement, ce qui me permet du coup de me dégager du temps et de réussir à vendre quand même les produits convenablement à des prix quand même respectueux de l'agriculteur qui l'a produit pour qu'il s'y retrouve. Et donc, pour faire le lien avec la question, au niveau des fruits, ils seront vendus certainement localement là, dans quelques points de vente que j'ai déjà. Et je pense pouvoir d'ici là au moins engager quelqu'un à mi-temps
au niveau de l'exploitation agricole. Et à plein temps, ça serait top, et voire peut-être d'ailleurs co-installer un autre agriculteur sur place. D'ailleurs, Blanche, ça serait sympa qu'on échange là-dessus. Carrément, avec plaisir, je note là. Et exactement le but de ce webinaire aussi, c'était de faire du lien entre nous. Ouais. Ouais, c'est bien. Donc, en fait, voilà, en tout, j'ai 7 hectares. Il y a du travail pour aménager mieux. C'est 7 hectares qui sont clôturés. C'est un gros travail qui a été fait en 2017, qui a été un gros investissement. Mais aujourd'hui, je suis très heureux de l'avoir fait parce que même si c'est un énorme investissement financier et humain, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir une grande capacité de culture protégée par les sangliers, par les chevreuils, par les blaireaux. Et tous différents types de blaireaux. Et du coup, eh bien, aujourd'hui, ben, voilà, au milieu des fruitiers, par exemple, pourquoi pas installer quelqu'un qui ferait de la plante aromatique pour faire des huiles essentielles, ou simplement de la plante aromatique pour faire des tisanes. C'est un petit peu la question là qui en vient, et que pour pouvoir co-installer quelqu'un qui voudrait faire, par exemple, de la plantation aromatique ou autre chose sur l'exploitation. Et du coup, voilà, pour en revenir à justement au niveau des fruitiers, comment faire après quand ça va produire. Donc j'aimerais bien avoir quelqu'un en plus sur la ferme qui permettrait de faire plus de transformation. Je m'intéresse beaucoup aux confitures solaires. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il faut en fait faire cuire des fruits dans un four solaire. Et en fait, le fait que ça va faire une cuisson très lente, eh bien, du coup, ils vont un petit peu comme confire. Et on n'a pas besoin de rajouter de sucre, ou très très peu. Et voire peut-être au lieu de rajouter du sucre, mettre du miel. Et du coup, on arrive à des confitures qui sont beaucoup plus accessibles à des personnes qui n'ont pas la possibilité de manger trop de sucre par des raisons de santé ou par des convictions, et de garder aussi des propriétés du fruit que s'il avait été d'un coup cuit très fort avec du sucre et presque caramélisé, quoi. Donc voilà, l'idée, ça serait aussi de pouvoir développer un petit peu une gamme de produits transformés, de confitures au sein de l'exploitation, quoi. Ok, mais tu nous mets l'eau à la bouche. Ouais. C'est formidable. Tu manques pas de projet encore. Quoi. Bah non, je crois que j'aurai jamais assez de cette vie pour faire ce que j'aimerais faire. Mais il y a une cohérence du début à la fin, et ça, c'est plaisant. Est-ce qu'il y a de thérapie par les abeilles, c'est ça que tu voulais faire, non? Oui, donc ça, c'est le projet 2021. Ok, chouette. On en saurait bientôt plus, je pense. Là, pour le moment, je suis un peu en train de travailler en fond de comment mettre ça en place. Mais vraiment, ça serait d'aider sur certaines pathologies, surtout pulmonaires, et aussi au niveau des neurones psychiques. Il y a différentes méthodes d'apithérapie pour soigner ça. Et du coup, là, je suis en train justement de voir avec différents professionnels, surtout en Belgique, parce qu'en France et en Suisse, en France, on ne le fait pas trop. Il n'y a que 2 centres qui font cette méthode-là. Et ben là, je devais partir justement rencontrer une personne vers Toulouse qui le fait pour me former un petit peu chez lui, mais on ne peut pas. J'espère que c'est que partie remise, mais voilà, du coup, le but, ça serait créer un petit îlot comme ça au niveau de l'exploitation pour pouvoir soigner des personnes à maladies pulmonaires et à besoins psychiques avec les abeilles. Et pour pouvoir créer justement cet îlot-là et cette nouvelle activité, il faut que j'arrive à voir financièrement comment l'articuler et comment la mettre en place. Et du coup, peut-être qu'il y aura un petit financement participatif que je vais lancer pour pouvoir créer cette petite îlot et acheter un petit peu le matériel dont il y a besoin pour pouvoir faire cette méthode. Voilà. Il faudra qu'on reste en contact pour te soutenir, relayer tout ça. Je me fais pas de soucis dans le sens où l'expérience de ces dernières années m'a montré que quand les choses sont justes, posées, claires, eh ben, ça se fait, quoi. Et j'espère que c'est là où on va actuellement avec tous les changements qu'il y a en ce moment. Moi, le seul mot que je pourrais dire sur tout ça, c'est restons centrés sur notre cœur, sur nos projets qui nous nourrissent de l'intérieur et qui vont nourrir l'extérieur, et continuons à fond sur nos projets et sur ce qu'on a envie de mettre en place, et rêvons d'un monde qu'on a envie de voir. En plus, voilà, j'allais te demander
quel message tu aurais pu donner éventuellement à des gens qui avaient envie de se lancer. Donc ça répond un peu à ça. Ouais. Et puis par contre, du coup, de manière plus concrète, du coup, est-ce qu'on peut trouver tes produits dans le coin et de quelle manière on peut suivre un peu l'évolution de ton travail, etc. sur Internet et puis voilà, tes Alors, points de vente aussi pour acheter tes produits. en point de vente, vraiment localement, dans le pays grassois, il va donc y avoir, pour parler de Grasse, la Biocop de Grasse. Ensuite, il va y avoir la COP, la Meute, COP la Meute. Il va y avoir aussi l'autre boutique qui est située au centre-ville de Grasse. Le marchand bio. Donc ça, c'est pour Grasse. Et ensuite, sur Montsartou, il y a le magasin Boomerang, puisque moi, une des cohérences que j'aimerais vraiment développer de plus en plus, c'est le miel en vrac et les produits de la ruche en vrac, puisqu'au-delà du miel, je fais aussi du savon pour les peaux sensibles, des sucettes au miel, des bougies en cire d'abeille. Et du coup, voilà, je travaille avec le magasin de Boomerang depuis leur ouverture et ils m'ont vraiment mis le pied à l'étrier sur cette conscience-là d'aller plus vers du vrac et sur une autre manière de vendre. Donc voilà, il y a le magasin Boomerang chez qui vous pouvez trouver tous les miels, les savons. Et il y a aussi la Biocop de Mougins-Montsartou. Et ensuite, Biocop Vence, Biocop Cannes-sur-Mer, Biocop Nice, Jardin d'Éden, à rue Caïs de Pirnas. Ensuite, en magasin vrac, il y a un super magasin vrac à aller voir aussi qui est à Cannes, pour tous ceux qui sont aux alentours de Cannes, qui est le Panier Vrac. Pareil, un couple de personnes géniales comme Laura et Thomas à Montsartou, qui ont un super petit magasin, une épicerie avec plein de produits locaux et en vrac. Donc il y a eux à Cannes. Voilà, et quelques autres magasins, le marchand bio de cette chaîne-là, qui est Nature 10, qui est située à Grasse. Et après, bien sûr, pour tous ceux qui sont autour de Grasse ou même vers Nice, il faut m'appeler, rentrer en contact en direct. C'est pas toujours facile à réussir à trouver un créneau, mais on se débrouille toujours. Et j'ai toujours réussi à livrer toutes les personnes qui m'ont contacté. Étant donné que je bouge pas mal dans les écoles, dans les centres de loisirs ou dans les livraisons ou autour des ruches quand je descends sur le littoral pour voir mes ruches et ainsi de suite, je bouge bien, donc ça me permet de pouvoir livrer facilement. Et là, justement, par rapport à Noël, donc pour suivre un peu tout ça, suivre les produits et suivre notre activité pour aussi venir à une journée porte ouverte au niveau de la ferme, quand on va les organiser ou autre, vous pouvez suivre sur la page Facebook de chez Abella. Donc, ou alors sur notre site internet, tout simplement. Chez Abella et peut-être préciser épeler un peu parce que ABELHA, c'est ça? Ah oui, pardon, ouais. C'est oui, Ruche, RUCHER et Abella, ABELHA. Du coup, voilà, vous pouvez nous suivre comme ça. Et pour Noël, étant donné qu'à mon avis, les marchés de Noël risquent fortement d'être annulés, là, je suis en train j'ai pris en photo tous mes produits hier. Et je vais les mettre sur la page Facebook. Et j'ai contacté la personne qui gère un petit peu mon site internet pour essayer de me les mettre sur le site aussi. Et je vais proposer aussi des paniers d'offres cadeaux pour Noël. Et du coup, tout ça, je vais organiser des points de lieux pour retirer des commandes. Donc, les gens auront juste à me passer commande par téléphone, par mail, par SMS, par Messenger, faire le paiement en amont par virement ou en direct le jour même. Et ensuite, du coup, mettre en place des points et des jours de rendez-vous pour faire ces livraisons. Très bien, parfait. Voilà. Merci. Valérie, je ne sais pas si tu as encore quelques questions. On a pris un peu de retard. Mais... On a juste la confirmation que le message était bien de Marlène. D'accord, ok. Merci Marlène. Merci à vous deux, vraiment, vraiment, pour tout ce Et, merci à vous aussi. Hein. Ouais, merci à vous. Pour conclure, quand même, aussi pour te poser la question à toi, Julien, en quelques mots pour toi, mais je pense qu'on a un peu compris à quoi doit ressembler l'agriculture du futur.
pluriactivité. Bah, c'est Donc très bien voilà, résumé. une agriculture paysanne et qui fait du coup différentes méthodes d'agriculture. Et surtout aussi, on n'en a pas trop parlé, mais une agriculture plus en lien avec son territoire. Et une agriculture qui va vers, par exemple, de l'agroforesterie. Moi, je suis situé en pleine forêt. Je n'ai pas coupé tous les arbres pour me retrouver à blanc et planter que des fruitiers. J'ai voulu garder aussi des grands chênes, des grands arbres pour protéger et faire de l'agroforesterie qui me permet du coup d'avoir une base pour broyer, faire du broyat de bois, pour pailler et éviter que les plantes manquent d'eau, puisque ça va retenir l'eau, et créer du coup de la nouvelle terre avec ce broyat ou ce paillage, et de l'ombre avec ces grands arbres, et protéger aussi du vent. Donc aussi de développer dans nos méthodes d'agriculture l'agroforesterie, la permaculture, et ces méthodes en fait qu'ont toujours fait de nos anciens. Et pour ça, il faut juste regarder la nature. On n'a rien de mieux à faire, c'est observer la nature. Et il y a tout dans la nature. Donc, Et réapprendre c'est à ça. travailler. Bah, merci beaucoup en tout cas à vous deux. Je pense que voilà, si on a tout dit, j'ai juste quelques petites informations à passer sur quelques actualités pour conclure ça assez rapidement. Juste pour informer les personnes qui nous suivent que donc, bah, voilà, il y a quelques bonnes et quelques mauvaises nouvelles ces temps-ci sur le plan d'agriculture. Donc la PAC fin octobre, donc les accords de la réforme de la nouvelle PAC ont été votés au Parlement européen avec des propositions malheureusement très peu ambitieuses par rapport à l'actuelle PAC et donc par rapport à ce qu'on pourrait espérer pour répondre aux enjeux environnementaux concernant l'agriculture. Donc voilà, il faut continuer à faire du lobbying puisque les accords finaux seront pris en 2021. Donc voilà, nous on va se positionner sur ce sujet-là. Il faut vraiment continuer à faire pression pour une PAC beaucoup plus poussée sur des mesures voilà, qui fassent évoluer l'agriculture dans le bon sens. Et voilà, et on installe beaucoup plus de producteurs comme Julien par exemple. Voilà, et qu'on aide les agriculteurs qui ont des démarches voilà, vraiment éthiques et durables. Ensuite, un autre recul historique dont on tenait à parler, celui sur les néonicotinoïdes. Donc voilà, le 4 novembre, il y a eu une longue attente et puis on a fait pression sur nos députés. C'est passé ensuite au Parlement et donc le Parlement a adopté définitivement une dérogation pour l'usage des néonicotinoïdes dans le secteur des betteraves sucrières jusqu'en 2023. Donc voilà, pour les abeilles, c'est entre autres, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. C'est une régression vraiment absolument abominable et donc bon bah voilà, il faut peut-être se mobiliser aussi pour éventuellement obtenir un retour en arrière. Et voilà, c'est un sujet qui est assez dramatique, mais pour contrebalancer un peu ça, il y a quand même eu une très bonne nouvelle récemment avec la victoire de Paul François face à Monsanto, qui était un agriculteur céréalier en Charente, qui en 2004 a subi une intoxication très grave au pesticide Lasso et qui était depuis 2007 en combat judiciaire face à Monsanto, voilà, et qui a donc obtenu confirmation de la Cour de cassation d'une condamnation de Monsanto. Voilà, et donc maintenant, la bataille continue au moins pour connaître l'indemnisation qui sera donnée. Mais c'est une victoire, c'est une première, je pense qu'il est quand même c'est une avancée vraiment, et c'est un très bon signe pour la suite. On espère que ça pourra se reproduire et que voilà, d'autres agriculteurs pourront obtenir des victoires comme celle-ci. Et tout dernier sujet qui rejoint un peu finalement la PAC et l'Union européenne. Donc en ce moment même, le rapporteur du budget de l'Union européenne, Pierre Larrouturou, a démarré une grève de la faim depuis 8 jours pour obtenir, puisque bientôt seront décidés les budgets pour 7 ans au niveau de l'Union européenne, et donc essaye de pousser la mise en place d'une taxe sur les transactions financières voilà, au niveau de l'Union européenne pour réussir à dégager des sommes sans taxer les personnes qui n'en auraient pas les moyens. Donc voilà, prélever les transactions financières pour dégager peut-être 50 milliards d'euros
et les utiliser dans la transition écologique, sociale, voilà, économique, et donc peut-être aussi pour l'injecter dans l'agriculture et changer le modèle agricole au niveau européen. Donc voilà, c'est une affaire qui est à suivre et on espère que voilà, qu'il se fera entendre. C'est aujourd'hui la France surtout qui bloque la mise en place de cette taxe-là. Donc voilà, faisons du lobbying citoyen également. Donc sur taxonlaspéculation.eu, vous pouvez envoyer un message à notre président pour lui demander d'accepter cette taxe. Et voilà. Donc c'est un levier éventuellement aussi pour aller vers une transition dont on a besoin et qui sera peut-être un peu tardive dans 7 ans. Voilà, là on part sur des échéances qui sont très longues et on n'a pas le temps d'attendre. Voilà. Donc c'est tout. Voilà, on peut conclure ce premier webinaire. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et je remercie encore 1000 fois Blanche et Julien d'avoir été avec nous. Merci aussi. On espère se retrouver le mois prochain, voilà, le premier vendredi du mois, soit en chair et en os, soit avec un nouveau webinaire selon les contraintes sanitaires. Mais voilà, en tout cas, on continue à se mobiliser et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Et merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter que les liens ont été mis dans les commentaires, les liens vers Terre de Liens et vers Rucher Abella. Très bien. Vous les trouvez dans les Parfait. commentaires sur Facebook. Bravo Valérie. Merci beaucoup. Merci.